Je suis, chef de projet donc sur le réseau, obésité du centre spécialisé de l'obésité du CHU de Tours et nous avons notamment pour, mission et vocation et bien de vous diffuser du contenu, de l'information, des actualités scientifiques et aujourd'hui on se réunit autour d'une thématique, assez nouvelle, assez innovante, avec une approche encore plus pluridisciplinaire que celle qu'on connaît, en intégrant la compétence, pharmacie dans nos équipes, et notamment sur les parcours de chirurgie bariatrique. Donc on accueille aujourd'hui le docteur Rama-Andri Aina, voilà, qui est pharmacien au sein du centre hospitalier de Blois sur le 41 et qui a maintenant une petite expérience, de la position, du pharmacien dans un parcours de chirurgie bariatrique. Donc je vais te laisser la parole, tout de suite Aïna et la main, pour le partage de ton support et on reprendra ensuite, des temps de questions-réponses et d'échanges. Donc je vous remercierai, hein, de bien garder vos, micros fermés, en tout cas le temps de la présentation et on réouvrira les micros pour les temps de questions-réponses avec grand plaisir, puisque là on est, voilà, on est une petite quinzaine, je pense qu'on va monter graduellement en termes de participants et si on peut favoriser des échanges oraux, c'est toujours plus simple. À toi la parole Aïna et merci encore d'avoir accepté de participer à ce webinaire, du réseau OB-Centre. Merci Julie pour cette introduction. Bonjour à tous. Aïna Ramandri, je suis pharmacien. Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Est-ce qu'on m'entend bien? Donc Aïna Ramandri, je suis pharmacien sur l'établissement de Blois depuis 2018 et j'ai commencé mon activité au sein de la filière bariatrique en début 2022. Donc je vais vous faire un petit retour d'expérience aujourd'hui. Juste pendant que je partage mon écran, est-ce que vous pourrez mettre dans le chat les différents corps de métier auxquels je m'adresse, s'il vous plaît. Euh, alors, est-ce que tout le monde voit mon diapo? Alors on ne voit pas ton diapo. Ouais, là, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, vous voyez la diapo là? Oui, c'est bon. Ok. Alors, je regarde rapidement, excusez-moi, donc diététicien, médecin, association de patients, animatrice de contrats épidémiaux, infirmière, d'accord, très bien, bon, ben, merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, ma présentation aujourd'hui s'articulera de la manière suivante. Donc, je vais faire une brève introduction sur l'état des lieux en termes d'obésité en France et de chirurgie bariatrique. Bon, je vais sûrement enfoncer des portes ouvertes, mais ça me semblait important de faire le rappel. Les impacts de la chirurgie sur les médicaments, les avis des instances scientifiques et non scientifiques, puisque c'est sur elles qu'on se repose majoritairement, les pratiques actuelles en France en termes d'activité de pharmacie, et enfin, bon, je vais présenter ce que moi je fais à l'hôpital depuis maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. En termes d'obésité en France, bon, la tendance, elle suit l'évolution globale mondiale. Donc, on est sur des chiffres en augmentation constante, puisqu'en France, on a fait du x2 en l'espace de 20 ans. Donc, l'étude OBEPI, je pense que vous connaissez tous, elle est disponible en libre accès sur Internet. Donc, la dernière, elle date de 2020. Je pense que la prochaine ne va pas tarder à sortir, fin d'année ou début 2024. Bon, les chiffres, je pense, vont encore un peu augmenter. On est aux alentours de 17% de prévalence en France en termes de prévalence d'obésité. Bon, on est loin des standards américains, eux, qui sont à un patient sur deux en surpoids et un patient sur trois en obésité, mais même en France, ça augmente et on observe la même tendance même dans les pays moins développés qui voient leur taux d'obésité qui augmente. En parallèle, la chirurgie de l'obésité, eh ben,
Sur la même période, on a explosé les chiffres puisqu'on est quasiment, on est à x20, majoritairement des femmes qui sont opérées. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que la France, malgré le fait que en prévalence d'obésité, on ne soit pas un pays à très fort taux, on reste quand même un pays qui pratique beaucoup la chirurgie bariatrique, puisqu'en 2022, on est le 5e pays au monde à le pratiquer. Donc voilà, on voit les deux courbes qui ont tendance à augmenter, et mon petit doigt me dit que dans les années à suivre, ça va continuer à augmenter. Donc, au niveau des gestes chirurgicaux, on a majoritairement deux types. Le montage que l'on appelle restrictif, ou le plus connu, c'est la sleeve. Bon, il y a un autre geste que vous connaissez également, c'est l'anneau gastrique, mais qui, lui, est de moins en moins utilisé parce que on observe de plus en plus d'effets indésirables, on va dire, indésirables, pardon. Euh, Par exemple, la migration de l'anneau qui monte au niveau de la jonction de l'œsophage et de l'estomac, l'anneau qui migre dans la lumière de l'estomac. En plus, il y a des allers-retours incessants pour voir le chirurgien qui desserre l'anneau, resserre l'anneau, desserre l'anneau. Bon, la tendance actuelle est sur plutôt la pratique de la sleeve pour la chirurgie de type restrictive. Donc la sleeve, c'est facile. On enlève les 2 tiers de l'estomac. Donc on laisse un petit manchon en place, donc ce qui fait que en termes de quantité au niveau du bol alimentaire, le patient ne peut plus ingérer la même chose, donc la notion de restriction. Ensuite, sur le modèle restrictif et mal absorptif, donc le montage dit mixte, on a le bypass. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le chirurgien, il va couper le haut de l'estomac, donc laisser cette petite poche gastrique. Donc en termes de volume, cette poche gastrique, c'est l'équivalent d'un pot de yaourt. Donc, d'où la notion de restriction. On laisse volontairement en place l'estomac et ici, au niveau du duodénum, le chirurgien va couper et va tirer pour la boucher au niveau de notre poche gastrique. Donc ça, afin de restaurer la continuité digestive. Et pourquoi on laisse l'estomac en place? Puisque l'estomac, même s'il a été coupé ici, il continue à avoir sa fonction de sécrétion enzymatique. Donc, il continue, bonjour, il continue à sécréter les enzymes digestives. Ici, on a la vésicule biliaire qui va sécréter les sels biliaires. Et à ce niveau-là, on a le pancréas qui va également sécréter des enzymes. Donc finalement, on a cette mixture enzymatique qui va se retrouver en contact avec le bol alimentaire à ce niveau-là. Et notion importante à avoir, c'est que à ce niveau-là, au niveau du duodénum, c'est qu'il s'agit d'une forte zone d'absorption aussi bien des nutriments, mais aussi des médicaments. Donc là, finalement, notre trajet, il passe sur la droite. Donc ici, il y a plus d'absorption, d'où cette notion de malabsorption. Donc maintenant qu'on a dressé un peu le tableau de la chirurgie de l'obésité en France et les différents montages, on va s'intéresser aux impacts potentiels de la chirurgie bariatrique sur les médicaments. Donc, avant même de parler de chirurgie, moi j'aimerais qu'on s'attarde 3 minutes sur le sujet obèse. Donc ici, sur ce super schéma, vous avez un listing non exhaustif des différents paramètres qui rentrent en jeu dans la métabolisation d'un médicament. Et ce schéma, en fait, il met en évidence l'impact de l'obésité sur ces paramètres. Donc, vous pouvez constater que l'obésité peut entraîner des variations. Donc, en fonction des paramètres, par exemple, ici, il n'y a pas de changement, mais pour ces deux protéines-là que je vais prendre en exemple, par exemple, le 3 à 4, l'activité va diminuer et le 2 à 1, l'activité va augmenter. Donc, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est que finalement, le sujet obèse, il a ses paramètres de métabolisation, de métabolisme, pardon, des médicaments qui est modifié. Pourtant, on a des patients obèses qui sont stabilisés, par exemple. On a un patient qui est obèse, qui fait de l'hypertension, on le met sous hypertenseur. On arrive à contrôler sa pathologie. Donc, ça prouve bien que quelque part, notre médicament
est à l'équilibre, qu'il y a un phénomène d'adaptation physiologique du patient. Donc maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si on coupe l'estomac de notre patient et qu'on entraîne une fonte majeure et importante du tissu adipeux chez ce patient? Ben, a priori, on va entraîner un déséquilibre. A priori. Donc, je vous ai pris ici une étude suédoise que j'aime bien parce qu'elle est assez parlante au niveau du graphique. Euh, il il s'agit d'une étude sur une cohorte de patients qui allaient recevoir une chirurgie bariatrique et qui avaient la particularité d'être traités par antidépresseurs, antipsychotiques et ou antiépileptiques. Donc, cette équipe suédoise, elle a suivi les variations de concentration de ces traitements avant et après chirurgie pour voir si la chirurgie avait un impact justement sur le devenir du médicament chez ces patients. Donc ici, on est en préopératoire, sachant qu'ici, là, le 1, c'est la première mesure, ici, c'est le moment de la chirurgie, et tout ce qui est à droite, ensuite, c'est le post-op. Qu'est-ce qu'on observe en préopératoire? C'est qu'il y a déjà des variations de concentration. Alors, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe en préopératoire? Le chirurgien, en général, chez les patients qui ont un gros foie, préconise un régime hypocalorique, le fameux régime yaourt. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, le régime hypocalorique peut déjà entraîner une variation des concentrations des traitements. Donc, par exemple, là, on a du Lyrica, prégabalin, où la concentration a été multipliée par 2 avant même la chirurgie. Là, ici, je ne sais pas si on voit très bien, c'est de la kétiapine, un antidépresseur, où la concentration, elle a chuté. Et en post-op, qu'est-ce qu'on observe? Bon, on a l'impression que les concentrations ont tendance à revenir vers la normale au fur et à mesure du temps. On a l'impression, je dis bien, puisque là, je reprends l'exemple de la kétiapine, elle, par exemple, tout le long de l'étude, la concentration est restée en dessous du seuil de départ. Donc là, visiblement, on pourrait dire que la chirurgie bariatrique impacte le comportement du médicament en post-op. Alors, attention, attention, attention. Au niveau de la littérature scientifique, des études comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La littérature est très riche à ce sujet, mais également pauvre. Pourquoi? Parce que ces études-là, elles ont des limites, en fait. Déjà, elles sont faites sur des mono-établissements, sur un seul établissement. Cette étude, par exemple, elle a été faite sur un établissement en Suède. Si on fait la même étude à Blois, est-ce qu'on va avoir exactement les mêmes résultats? Je ne sais pas trop. Elles sont faites sur des échantillons faibles ensuite. Là, par exemple, sur cette étude, on a fait ça sur 80 patients. Bon, 80 patients, à aucun moment, c'est représentatif de l'ensemble de la population de patients qui ont reçu une chirurgie bariatrique. Elles sont limitées dans le temps. Cette étude, elle a duré 1 an. Bon, là, on parle de patients qui ont une modification à vie. Donc, est-ce qu'on peut se projeter sur les patients généraux? Non. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la variabilité interindividuelle. Qu'est-ce que c'est? C'est que un même médicament pour 2 patients qui ont reçu la même chirurgie, par exemple, un patient sous antidépresseur qui a reçu, enfin, 2 patients sous le même antidépresseur qui ont reçu une même chirurgie bariatrique, est-ce que on est sûr à 100% que d'un patient à l'autre, le médicament va se comporter de la même manière? Ça, on n'est pas certain. Donc, finalement, qu'est-ce qui prime après tout ce qu'on vient de dire? Eh ben, c'est le suivi clinique déjà. Ça une source. Comment va le patient après la chirurgie? Est-ce qu'il y a des paramètres à contrôler? Est-ce qu'il y a des paramètres à ajuster? Des médicaments dans le même temps? Et éventuellement un suivi biologique pour les traitements pour lesquels on peut faire un dosage. Donc maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que disent les instances scientifiques? Donc là, par exemple, l'Association européenne pour l'étude de l'obésité
a émis une reco en 2017 où elle dit donc l'absorption des drogues est majoritairement modifiée, mais également la distribution tissulaire, le métabolisme, pardon, et ainsi que l'élimination peuvent changer. Il est difficile de, euh, de différencier pardon, les effets spécifiques de la chirurgie et la perte de poids sur la biodisponibilité des médicaments. Et il est important de prendre en compte les différents montages chirurgicaux, mais également les phénomènes de variabilité inter- et intra-individuelle sur l'absorption du médicament à travers le temps. En parallèle, il faut que les professionnels de santé, donc les médecins, les pharmaciens, les IDE, les diététiciens et diététiciennes, soient bien au courant de ces modifications d'absorption. Excusez-moi. Hop. Après la chirurgie, les concentrations plasmatiques euh, devraient être contrôlées de manière plus régulière pour les médicaments concernés. Et quand les patients sortent de l'hôpital, il faut qu'ils soient avisés des modifications de leur traitement, mais soient également informés des différents traitements en libre accès, notamment les traitements over the counter, pardon. Donc ça, c'est les traitements en libre accès, les supplémentations vitaminiques et les médicaments homéopathiques. L'action des pharmaciens en tant que conseiller du médicament est bénéfique à la fois pour les chirurgiens et pour les patients. Donc, une autre société savante qui s'est exprimée sur le sujet est la Cocorico, puisqu'il s'agit de la SFPC. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Adapter la posologie à l'efficacité clinique et biologique. Ça rejoint ce que j'ai dit avec l'étude suédoise. Doser les concentrations plasmatiques des médicaments à marge thérapeutique étroite. Ça rejoint ce que vient de dire l'EASO. Ne pas modifier en préopératoire le traitement chronique. Ça, c'est une notion importante, puisque je vous ai dit qu'après la chirurgie, potentiellement, on peut entraîner un déséquilibre. Là, avant la chirurgie même, il est important de tout garder à l'équilibre, sinon ça va être compliqué à gérer post-op. Ensuite, on se concentre sur le cœur de métier du pharmacien, donc le médicament, donc information du médicament, notamment les galéniques, privilégier les formes liquides, attention aux formes liquides puisqu'elles sont souvent très sucrées, donc ne pas non plus tout switcher en forme liquide puisqu'on risque un doping syndrome chez les patients. Privilégier les formes à dissolution rapide, comprimé simple, comprimé dispersible. Le troisième paragraphe, je ne vais pas m'attarder dessus, ça concerne surtout les patients sondés. Ne pas couper, écraser, ouvrir. Oui, les formes gastro-résistantes, si on les écrase, ça perd tout l'effet gastro-résistant. Les formes à libération prolongée, les principes actifs irritants ou toxiques, les médicaments anticancéreux, si vous les écrasez, on va faire des poussières d'anticancéreux qu'on va inhaler, on va éviter de faire ça. Les médicaments à marge thérapeutique étroite, pareil, le fait de les écraser ou de les couper, ça peut modifier leur comportement. Donc, qu'est-ce qu'on risque? On risque de ne pas être efficace ou d'être trop efficace, donc entraîner des effets indésirables, et ne pas couper tout ce qui est excipient huileux, les capsules. Alors là, ce n'est pas une instance scientifique, mais l'HAS se repose beaucoup sur les sociétés savantes lorsqu'elles émettent des recos. Bon, là, vous voyez, les recos, elles datent un peu et elles n'ont toujours pas été remises au goût du jour. Qu'est-ce que dit l'HAS? Après une chirurgie bariatrique, on surveille les comorbidités et on adapte les traitements, le suivi clinique. Après la chirurgie bariatrique, on adapte les posologies des traitements en cours, notamment les médicaments à marge thérapeutique étroite, dont ce qui est anticoagulant, hormones thyroïdiennes, antiépileptiques. L'IGAS s'est exprimé aussi sur le sujet en 2017 après leur enquête. Donc, elle évoque que le CNAO
selon le CNAO, pardon, les pharmaciens devraient pouvoir intervenir dans le circuit des patients éligibles à la chirurgie bariatrique. Également les sages-femmes, pour tout ce qui est suivi et conseil pour la grossesse, puisque on le sait, mais la grossesse, c'est minimum 12 à 18 mois post-op. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, en termes d'activité de pharmacien au sein des équipes bariatriques, comment ça se passe? J'ai piqué cette plaquette au CSO de Montpellier parce que je la trouvais très explicite, notamment sur le parcours mieux, on va dire, du patient avant sa chirurgie. Donc, le patient voit différents professionnels de santé. C'est plus ou moins long en fonction des patients. Donc, ce professionnel-là, est-ce qu'il a sa place dans ce parcours? Et si oui, où est-ce qu'on l'inscrit? Est-ce qu'on l'inscrit en amont de la chirurgie ou est-ce qu'on l'inscrit en post-op? C'est un peu la question à laquelle on va essayer de répondre à travers ma présentation. Donc, euh, juste pour rappel, je, je suis arrivé dans l'équipe de la filière bariatrique donc en début 2022. Et moi, personnellement, en tant que pharmacien, je ne connaissais pas grand-chose en chirurgie bariatrique. Je connaissais juste la sleeve et le bypass. Après, en termes de médicaments, je n'étais pas très, très bon. Donc, quand j'ai rejoint cette équipe, je me suis déjà posé la question de est-ce que ça se fait en France? Est-ce que c'est courant, tout simplement? Donc, je me suis amusé à faire une petite étude au niveau national. Alors, amusé entre guillemets parce que c'était dans le cadre d'un mémoire de DU, mais c'était assez intéressant. Donc, essayer d'identifier déjà les équipes de TP et leur demander si elles avaient une équipe, un référent pharmaceutique dans leur équipe. Donc, à droite, vous avez le, la répartition du taux d'obésité en fonction des régions en France, donc toujours tiré de l'étude OBEPI. Et dans les petits cercles, vous avez le nombre de TP proposés par région. Donc ETP centré autour de la chirurgie bariatrique, bien sûr, proposés par région. Je ne suis clairement pas exhaustif sur ma recherche, puisque déjà en fonction des régions, c'est difficile d'avoir les infos. Il y en a où c'est centralisé par les ARS, il y en a où ce sont des plateformes spécifiques qui sont dédiées à ça. Donc, en région centre, c'est la plateforme Prévaloir. Donc, il y a sûrement des infos qui sont passées au travers de la requête. Encore une fois, je ne suis pas exhaustif. Par exemple, regardez sur le Pays de la Loire, donc 14% d'obésité, c'est l'un des taux les plus faibles des régions, mais zéro offre de TP, sachant qu'il y a des CHU dans cette région-là, je suis pas certain que le chiffre soit correct. Bon, toujours est-il que j'ai pu identifier 82 équipes en tout. Donc, une fois qu'elles étaient identifiées, je leur ai envoyé un petit questionnaire très, très simpliste afin de dégager si oui ou non ils en avaient une de compétences pharmaceutiques. Et j'ai volontairement posé des questions ouvertes, surtout pas de QCM, pour ne pas biaiser leur réponse. Voilà, présence d'une compétence pharmaceutique, oui, non. Si oui, que fait cette compétence pharmaceutique? Sinon, êtes-vous intéressé pour en intégrer une? Oui, non. Si oui, quelle plus-value voyez-vous à l'ajout de cette compétence? Quel frein au recrutement voyez-vous? Et sinon, sinon, vous n'êtes pas intéressé, voilà. Donc, au niveau des résultats, bon, j'ai pas eu beaucoup de succès, je vous avoue. J'aurais aimé avoir plus de réponses. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est que, bon, l'écrasante majorité n'a pas de pharmacien dans leurs équipes de TP. Les trois équipes qui ont répondu par la positive, en fait, il s'agissait de pharmaciens d'officine qui venaient faire, pas de la conciliation, pardon, mais des rappels sur l'importance de la vitaminothérapie, pardon. Et
Par contre, en fait, ce n'était pas vraiment calé. C'était en fonction de la disponibilité des pharmaciens d'officine. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était figé dans le temps, en fait. Donc, ensuite, parmi les 27 équipes qui ont répondu par la négative, est-ce qu'elles étaient intéressées par son intégration? Donc, la majorité a répondu par oui. Ouf! Euh, 9 ont répondu non. Et bon, il y a une équipe qui a dit ne sait pas. Alors, je ne sais pas si c'est par politesse, parce que j'avais précisé que j'étais pharmacien dans mon enquête, ou c'est vraiment parce qu'elles ne savaient pas, parce qu'elles avaient toujours fait sans pharmacien et tout se passe bien. C'est tout à fait possible. Donc, bon, pas d'interprétation. Donc, parmi les équipes qui ont répondu par la positive, quelles étaient les plus-values qu'elles identifiaient? Donc, déjà, envers le suivi de l'observance post-op, qui est extrêmement important, encore plus chez les patients bypass à cause de la vitaminothérapie. L'information, l'information médicamenteuse, pareil, bon, c'est un peu le cœur de métier du pharmacien. Des informations sur les modalités de prise, de l'information sur d'autres formes disponibles, des formes plus faciles à prendre. Donc, on avait évoqué les formes orodispersibles, les formes liquides, enfin les formes buvables, pardon. En bleu, une proposition d'adaptation posologique. Alors, ça, je suis pas très à l'aise sur cette proposition, dans le sens où le pharmacien n'a pas forcément les données cliniques et biologiques. Alors, ça dépend. S'il est à l'hôpital, oui. S'il est en officine, peut-être la bio, mais la clinique, enfin, on pourra en rediscuter à la fin. Moi, j'étais pas forcément à l'aise avec cette proposition. Et la 18% rappel sur la vitaminothérapie. Donc, vous voyez, finalement, si je devais grouper les plus-values proposées par les personnes qui ont répondu, ce serait majoritairement de l'observance. Donc, s'assurer que le patient prend son traitement, c'est un peu le B à bas. Ensuite, au niveau des freins au recrutement, euh, ici, l'un des plus importants, je pense, la disponibilité des pharmaciens. Bah oui, que ce soit en officine ou à l'hôpital, cette activité, elle n'est pas obligatoire. Donc, sachant que les collègues sont déjà assez occupés sur leurs activités obligatoires, comment est-ce qu'on trouve du temps pour le pharmacien à ce niveau-là? Comment on l'inscrit dans dans le circuit? Donc ça, c'est une vraie question. Ici, 24%, l'appétence des pharmaciens, et je rajouterai même compétence des pharmaciens. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que la relation médicament et sujet obèse, voire médicament et chirurgie bariatrique, c'est une notion que nous, on n'a pas. Je m'explique. Dans notre formation à l'université, ce n'est pas un sujet abordé, en fait. Bon, moi, ça remonte un peu, ça fait 10 ans la fac. J'ai reposé la question à nos internes en pharmacie aujourd'hui. Même réponse. Donc, c'est finalement un sujet niche, mais il va falloir être en capacité de répondre euh, au nombre de patients potentiellement sous chirurgie bariatrique qui va augmenter dans les années à venir. Donc ça, c'est un vrai sujet. 16% ici en vert, que j'ai trouvé assez intéressant, complexification pardon, du parcours, c'est vrai. Donc, vous vous souvenez sur la plaquette le parcours sinueux du patient, qui voit plusieurs professionnels de santé. Donc, rajouter un professionnel de santé à ce niveau-là, est-ce qu'on va pas le perdre, le patient? Ça dépend des patients. Voilà. Bon, je trouve ça intéressant comme argument, complexification du parcours. Bon, 16%, la formation à l'ETP, oui, ça aussi, ça a été évoqué. Manque de financement envers, oui, c'est vrai. Déjà, il y a un manque de financement à peu près partout.
Des fiches de poste de pharmacien dans les CSO, ça n'existe pas. Donc voilà, comment on fait tout ce montage? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, mais voilà ce qui ressortait un peu de cette mini-enquête que j'ai pu faire. Donc, si je devais apporter des conclusions, encore une fois, je prends des pincettes, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas représentatif de tout ce qui se fait en France métropolitaine, pardon, j'ai pas précisé. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'au sein des équipes de TP, bah, les pharmaciens ne sont pas légion, si on en doutait encore. Visiblement, il y a un intérêt des équipes à intégrer cette compétence, donc, sur tout ce qui est médicaments, observance, rappel de la vitaminothérapie. Et bien entendu, ben, il y a des limites au recrutement, côté pharmaceutique, la disponibilité, la compétence, l'appétence sur le sujet également, et puis des limites côté financement, comment on articule le pharmacien dans tout ça. Donc, on arrive au dernier chapitre. Donc, moi, je vais vous parler de ce qui a été mis en place depuis 2 ans à l'hôpital de Blois. Donc, moi, j'ai rejoint cette équipe, je vous ai dit, en début 2022, à la demande même de l'équipe de la filière bariatrique, puisque les diététiciennes et les médecins nutritionnistes étaient régulièrement en difficulté par rapport à des questions posées par les patients. Bon, ça c'est trop gros, j'arrive pas à l'avaler, est-ce que vous avez autre chose? Ça, je l'ai vomi après l'avoir pris, est-ce que je peux le reprendre? Voilà. Donc, c'est la filière bariatrique qui a demandé un renfort pharmaceutique. En termes d'équipe, il y a 2 chirurgiens, une IDE, coordinatrice, deux diététiciennes, une psychologue, un APA, une AMA et votre serviteur, avec une file active de 360 patients, sachant que la file active pré-op est de plus en plus croissante depuis. Donc après, on rattrape 2020, hein, où la chirurgie bariatrique n'a pas été une chirurgie obligatoire, donc pas du tout pratiquée pendant quasiment 1 an et demi. Donc là, la file active pré-op, elle est en train de gonfler, gonfler. Ici, une présentation du parcours de chirurgie bariatrique pour les patients que l'on prend en charge. C'est globalement la même chose partout. Avec une nouveauté depuis cette année, l'ETP pré-op qui a été mis en place. Jusqu'à présent, sur Blois, on n'avait pas de programme d'ETP. Ça a été mis en place cette année, et ainsi qu'une HDJ. Alors l'HDJ, en fait, ça consiste à prendre plusieurs patients sur un même sujet, par exemple un atelier culinaire, un atelier bien-être. Donc, plutôt que de les prendre de manière individuelle, où on avait de plus en plus de problèmes de RH, là, l'HDJ a été proposé. L'HDJ a été proposé et bon, ça marche plutôt bien. Donc, mon activité au sein de cette équipe, bon, ça commence déjà par une information éclairée autour du médicament. Bon, ça peut paraître rien comme ça, mais ça évite déjà aux patients de stresser quand ils n'arrivent pas à prendre leur traitement. Donc, ils ont le maximum d'infos. Là, par exemple, une ordonnance de post-op bypass que j'ai révisée. Donc, en facilitant les prises, en proposant les formes galéniques les plus adaptées. Donc là, par exemple, une Nexium qui était en comprimé, c'est devenu une forme orodispersible, plus facile à prendre. Ensuite, je participe aux RCP qui sont bimensuels. Donc, pendant les RCP, on a 3 à 4 patients en général. Donc, ça commence déjà par décortiquer l'ordonnance du patient s'il a des traitements chroniques et éventuellement s'il a des traitements à risque. Bien entendu, éclaircir le patient sur les traitements, enfin, sur les modalités de prise de ces traitements chroniques. Moi, je l'ai fait pour l'ordonnance post-op, mais là aussi, sur certains traitements, on peut apporter de l'information qui peut l'aider lui. Tout ça, c'est mentionné dans le compte-rendu. Et
le compte-rendu, il est transmis au patient, au médecin traitant et, quand c'est possible, à l'officine. Alors, pourquoi quand c'est possible? L'information, pour avoir l'officine du patient, elle n'est pas toujours facile à avoir. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui refusent que l'information soit donnée. Bon, bah là, c'est compliqué. Et quand ils acceptent, la difficulté, c'est de transmettre l'info aux collègues en ville. Donc, est-ce que je le fais par messagerie sécurisée? S'il en a, il y en a qui n'ont pas. Comment il fait pour avoir l'info, en fait? Ça, c'est encore quelque chose à beaucoup développer et on essaie de travailler dessus actuellement. Donc là, par exemple, vous avez un avis que j'ai émis pour un patient. Donc, vous voyez, hein, d'abord une information sur tout ce qui est modalité de prise. Les comprimés peuvent se dissoudre dans l'eau. Il existe éventuellement une forme dispersible. Le médecin traitant a aussi cette info si des fois il veut adapter l'ordonnance de son patient. Tout ce qui est suivi clinique est précisé, puisque en fait la fonte, vous le savez, mais la fonte graisseuse, elle est massive dans l'année suivant la chirurgie. Donc c'est potentiellement à ce moment-là que on va avoir des variations possibles sur les concentrations de nos traitements. Lévothyrox, tout ce qui est hormone thyroïdienne, c'est d'emblée pardon, un contrôle de la TSH. Et puis, bon, c'est en fonction des traitements, voilà. On propose, euh, on propose des alternatives ou comment le patient peut facilement prendre son traitement. On a un projet de mise en place d'ETP post-op cette fois. Si vous avez fait attention, c'était pré-op tout à l'heure. Là, maintenant, ce serait post-op. Donc, ce sera un atelier d'ETP sur un binôme pharmacien-médecin et cet atelier aurait pour objectif, bon, bah, renforcer l'observance du patient et renforcer sa capacité à reconnaître des traitements à éviter. Par exemple, les diététiciennes en général, quand elles voient les patients, elles leur demandent d'éviter, enfin d'arrêter tout ce qui est boisson gazeuse. Bah, boisson gazeuse, donc ça peut s'appliquer aussi aux formes effervescentes, avec tout le gaz carbonique qu'il y a dedans. Tout ce qui est AINS à éviter, donc ça, tous ces traitements ce sont des traitements en libre accès, en fait. Donc il faut que le patient soit en capacité de les identifier et de se dire non, il faut que j'évite ces traitements-là. Heureusement qu'il y a des alternatives. Et voilà, renforcer l'observance du patient, tout ce qui est vitaminothérapie. Il faut qu'il soit en capacité de comprendre son ordonnance post-op, à quoi elle sert, qu'est-ce que ça traite. Donc ça, c'est un peu le but de mise en place de cette ETP. On va faire passer à notre ARS le projet début 2024, pardon, avec mise en place de l'ETP deuxième semestre 2024, si tout va bien. Donc, si je devrais conclure, aujourd'hui, le rôle du pharmacien dans le parcours du patient en chirurgie bariatrique, est-ce qu'il a sa place? Je dirais oui, mais elle n'est pas définie du tout à l'heure actuelle. C'est pour les raisons que je vous ai évoquées. Une activité, bah, forcément de pharmacie clinique qui est faible, vu qu'il n'y a pas de pharmacien. Donc demain, si vous vous souvenez des deux graphiques que j'ai montrés au début sur l'augmentation des actes de chirurgie bariatrique, demain, finalement, on va avoir une cohorte de patients qui va augmenter. Donc, comment on répond en termes d'offre de soins à ce niveau-là? Déjà, il faut que les pharmaciens et les préparateurs, que ce soit officinaux et hospitaliers, aient ces notions. Donc, la relation du médicament avec le sujet obèse, la relation du médicament avec la chirurgie bariatrique. J'ai conscience que c'est utopique, mais enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il va falloir être en capacité de répondre à ça.
difficulté à prendre en compte à la disponibilité, je l'ai déjà évoqué, la disponibilité, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Euh, Si le pharmacien il est tout seul, en fait, il ne pourra pas assurer ce genre d'activité. Pareil pour le collègue en ville, s'il y a un rush de patients instituteurs, c'est un peu délicat de lui demander de faire ce genre d'activité. Pareil, le transfert d'informations. Donc, sur ce que je viens de décrire tout à l'heure avec le collègue d'officine, comment on lui transmet l'info, comment lui, il est au courant au moment où il prend en charge un patient ou une patiente que cette personne a reçu une chirurgie bariatrique, si c'est pas explicité. Donc, il y a le DMP pour ça, il y a le dossier pharmaceutique également. Est-ce que les infos peuvent converger dans ces dossiers informatiques-là? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Et quand bien même c'était possible, un pharmacien de ville qui prend en charge une patiente ou un patient qui vient, qui n'est jamais venu dans son officine, qui vient pour un antalgique, c'est un peu compliqué d'avoir l'information à ce niveau-là. Donc, ici, sur cette dernière diapo, c'est un peu ma vision bisounours-esque, magnifique mot, de comment je définirais la place du pharmacien et son articulation avec les professionnels, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Donc, le pharmacien est capable, réalise le TP à l'hôpital. Rappeler donc toute l'importance de l'observance, s'assurer que le patient, lui, est autonome sur ses traitements, capable de bien les identifier. Le collègue en ville, bah, voilà, un patient qui vient, qui lui demande de l'ibuprofène, bon, non, il est au courant qu'il a une chirurgie bariatrique, bah, non, prenez autre chose. Projet de grossesse, éventuellement, si la patiente lui en parle. Proposer des alternatives sur les difficultés de prise des traitements. Et le dernier exemple, et lui c'est un exemple important, c'est la vitaminothérapie, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est multivitamine, en fait, n'est pas remboursé par la Sécu. La vitamine B12, elle, oui, elle est remboursée, mais pas les multivitamines. Alors, nous sommes tous au courant qu'il y a certains patients pris en charge dans ces circuits-là qui sont en situation de précarité financière, hein, et, pour lesquels c'est un coût non négligeable, tout ce qui est vitaminothérapie, et du coup, qui ne les prennent pas, en fait. Donc, si le pharmacien l'identifie, il est capable de transmettre l'info, d'alerter le médecin traitant ou l'hôpital en disant, bah voilà, ce patient a reçu une chirurgie bariatrique, il ne prend pas ses vitamines. Le risque, après, c'est l'hypovitaminose et le vernic et la prise en charge. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, la place du pharmacien, elle n'est pas entièrement définie aujourd'hui. Moi, je crois que le pharmacien a sa place dans la prise en charge du patient, toujours en tant que conseiller du médicament, avec une collaboration avec les différents acteurs, que ce soit à l'hôpital ou en ligne. Voilà, je m'arrêterai là. C'était un peu plus rapide que prévu, mais ça nous laisse le temps un peu pour des échanges autour de la question. Bonjour, moi je suis le docteur De Lucas. Je m'excuse pour mon retard. J'ai été retenu, donc j'ai raté un tout petit peu le début. Euh, si vous voulez bien, c'est moi qui vais animer la partie questions-réponses Bien euh, sûr. du webinaire. Donc déjà, félicitations, bravo pour votre travail. À la fois le travail initial, c'est très bien d'avoir pensé à ça pour votre travail de mémoire. On aime beaucoup. Bravo aussi pour l'organisation que vous avez mise en place à l'hôpital de Blois. C'est quand même quelque chose de remarquable. Et on vous envie. Et d'ailleurs, on a pris votre modèle en exemple pour intégrer nos propres pharmaciens à Tours dans nos réunions de concertation pluridisciplinaire. Et je sais qu'ils vous ont contacté à ce sujet. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette information autour de l'ETP et identifier la problématique
informer et éduquer le patient qui est vraiment au premier plan. Et je pense que c'est assez novateur comme approche, à la fois pour la partie hospitalière. Bon, la partie de ville que vous avez décrite, c'est vrai qu'elle a ses limites. Mais en tout cas, je pense que c'est à notre charge en tant que centre d'obésité de pouvoir informer le patient au mieux et on a vraiment besoin de vous, pharmaciens, dans ce cadre-là parce que vous avez toute votre place et votre expertise dans cette prise en charge. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Je vais commencer alors en attendant que ça donne des idées. Euh, Justement pour rebondir sur l'ETP, donc là, si j'ai bien compris, il y a déjà une intervention en préopératoire, c'est ça? Oui. Et quel est le contenu le contenu de l'atelier que vous faites? Quelles sont les conditions? Enfin, combien il y a de patients? Comment vous organisez ça? Alors en préop, moi je n'interviens pas actuellement. Ce sont des ETP, ce sont des ateliers surtout diète, euh, diète psy et médecin nutritionniste. Mhm. Moi, on m'avait identifié surtout en post-op pour ce que je viens de décrire, toute cette observance. Mais on s'était dit à un moment, en fait, avec docteur Collet, qui est notre médecin nutritionniste, pour des patients vraiment compliqués, avec beaucoup de traitements, des traitements assez lourds, est-ce que ce serait pas intéressant de les voir en pré-op? Alors, ce serait pas un atelier de TP du coup, mais de les voir en individuel pour refaire le point sur les traitements, éventuellement. Bah, c'est certainement oui, une bonne chose. Alors, vous avez parlé de Galénix, c'est clair que il y a tout cet aspect-là qui est important. Il y a la pharmacodynamique qui est modifiée surtout dans le bypass, mais dans la sleeve, on sait bien qu'il y a aussi une perturbation de la vidange gastrique, etc. Donc tout ça, c'est des points importants. Mm. Euh, alors, je vois des questions. Non, pas de questions, en fait, juste des points. Donc, très bien. Euh, J'avais du coup une autre question. Ah, Julie, tu mets ta caméra, tu as peut-être une question. Ouais, ouais, j'avais plusieurs questions. Alors, deux. La première, c'est que Aïna, tu as parlé donc, de perspectives en matière d'information, de formation. Comment tu envisagerais que l'on puisse éventuellement intégrer, alors, et notamment toi ou des pharmaciens du CSO, intégrer à la fois la formation initiale en pharma, mais également capter le réseau des pharmaciens d'officine? Est-ce qu'il y a un réseau qu'on peut solliciter pour proposer une session d'information? Voilà, comment est-ce qu'on peut les aborder et les intégrer dans nos réflexions Alors à l'échelle de la région? ouais, sur la formation universitaire, c'est compliqué. Je vois pas par quel bout le prendre, pour être très honnête avec toi, Julie. Enfin, c'est quelque chose de primordial pour moi, mais comment on intègre ça sur une formation universitaire, je n'aurais pas la réponse aujourd'hui. Je peux me rapprocher éventuellement de l'université de Tours pour, enfin, quitte à ne pas mettre ça de manière, comment dire, magistrale aujourd'hui, mais une session d'information peut-être dans un premier temps. Après, en ce qui concerne l'information auprès des collègues d'officine, on pourrait, par exemple, sur Blois, il y a le docteur Giretti, qui a un club de médecins à l'hôpital qui organise régulièrement, à peu près 3 à 4 fois par an, des sessions d'information à destination des médecins de ville, en fait, des MedG, où ils présentent leurs pratiques à l'hôpital et qu'est-ce qu'ils proposent en suivi post-op, sachant que bah, les généralistes prennent le relais derrière. Peut-être que sur ce même modèle-là, on pourrait faire ça dans un premier temps pour passer l'info auprès des collègues de ville, si ça les intéresse de venir. Après, je sais que ce qu'il propose Giovanni, ça a du succès. Ça a beaucoup de succès. Il y a régulièrement des médecins généralistes qui viennent. Donc, peut-être une première porte d'entrée pour essayer de diffuser l'info. Sachant qu'encore une fois,
les collègues de ville, ils peuvent être un peu réfractaires dans le sens où ils vont dire, enfin, vous vous rendez pas compte de ce que c'est en ville. Enfin, on n'a pas le temps de faire ça. Ce que je peux entendre, ce que je peux parfaitement entendre. Néanmoins, si on veut éviter des couacs sur nos prises en charge générales, hein, je pense que c'est important quand même, au moins à minima, d'avoir cette notion-là, puisqu'encore une fois, sur la formation universitaire, on n'a rien. Je pense qu'il faut effectivement faire un petit peu de lobbying là-dessus parce que bon, la chirurgie bariatrique existe déjà depuis de nombreuses années, que, il y a environ 600 000 personnes en France qui ont été opérées d'une chirurgie bariatrique. Donc, c'est quand même pas non plus juste 3 personnes quelque part. Donc, ça veut dire que même s'ils n'en croisent pas souvent, il y a forcément quelques patients qui passent dans les officines régulièrement et pour lesquels cette conciliation et cette adaptation médicamenteuse est majeure. Et vous avez cité l'exemple des AINS. Les AINS après chirurgie bariatrique, c'est vraiment pas une bonne idée. Mm. Voilà, donc, et ça, et pourtant, c'est des médicaments courants. Et donc, cette information-là, il faut absolument qu'elle passe auprès des officines. Et puis, c'est le même argument d'ailleurs pour essayer de l'intégrer dans les enseignements dans le cadre de la formation initiale. Mm. Tout à fait. J'avais une deuxième question. Comment est financé ton temps? Est-ce que tu interviens toujours sur le temps hospitalier avec la mise à disposition finalement de la pharmacie? Et dans le projet de développement d'un programme ETP post-op, est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en exergue au niveau du financement du programme ETP? Voilà, comment ça se fait en Très termes bonne, financiers? très bonne question. Non, non, actuellement c'est fait à moyen constant, donc je me dégage du temps sur tout ce qui est RCP, qui est finalement le plus gros de mon temps. Donc comme on a des RCP bimensuels, pour l'instant ça va. Après, quand on va intégrer les ETP post-op, en fait, ça n'a pas du tout été, pardon, réfléchi aujourd'hui. Donc c'est sur sur mon temps classique, quoi, on va dire. Il faut dire aussi que tu es le pharmacien référent du clan. Voilà, pour les auditeurs, en tout cas, ça peut être une piste à creuser, d'identifier si vous avez un pharmacien référent du clan et éventuellement, voilà, qu'il ait cette approche autant dénutrition que éventuellement obésité pour son intervention. Voilà, c'est une bonne compétence à solliciter. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'avais une deuxième remarque, du coup. Donc là, bon, on sait que les médicaments et l'obésité en soi, c'est une difficulté. Et d'ailleurs, il y a des recommandations qui vont bientôt paraître sur certains types de médicaments, les antibiotiques, les antidépresseurs, des choses comme ça. Donc ce travail est encore en cours, mais est en train d'être finalisé. Avec la chirurgie bariatrique, finalement, on sait bien que les données de pharmacodynamie, pharmacocinétique sont peu connues. Il y a que certains médicaments. Alors, quand on a le confort d'avoir un médicament qui se dose, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais. Mais on est souvent en difficulté. Donc, c'est vrai que voilà, arriver à marier tout ça, sans compter les interactions médicamenteuses, bien sûr, Mm. tout ça, c'est quand même une difficulté. Et je voulais savoir si finalement vous avez pu faire déjà un petit travail sur, depuis le temps que vous avez intégré donc, le, le- le- le parcours bariatrique, euh, finalement une espèce de synthèse de la plus-value vraiment objective du pharmacien, qui est, je la conteste pas du tout, mais au moins pour avoir des chiffres, pour justement montrer aux autres que l'intérêt est majeur d'intégrer un pharmacien dans la RCP et dans la prise en charge. Oui, alors je fais un suivi régulier de mes interventions, on va dire. Bon, dans le cadre de mon mémoire, il fallait que je sorte des chiffres, donc j'avais ma petite cohorte de patients au début où j'avais identifié les traitements qu'ils avaient, euh, leurs leurs caractéristiques, hommes, femmes, quel âge, machin. Et puis,
quelles interventions j'effectuais. Alors, est-ce que c'était une intervention, une information auprès du patient? Est-ce que c'était une modification de galénique? Plus dans ce sens-là, en fait. Après, en termes de bénéfices, je ne saurais pas le mesurer. Mais en tout cas, oui, j'ai des chiffres sur des interventions que j'ai réalisées auprès des patients qui ont été vus en RCP depuis que je suis arrivé en 2022. Et comme ça, vous diriez que euh, dans combien de pourcentage de cas à la louche euh, votre intervention a permis d'adapter favorablement les choses? Je dirais 50%. Ouais, donc c'est bien ça, c'est loin d'être négligeable et encore une fois, c'est même primordial puisque si ça concerne au moins un patient sur deux, c'est c'est ça le message à passer, hein, c'est qu'il faut vraiment compléter la pluridisciplinarité de cette prise en charge. Mm. Est-ce que quelqu'un a une dernière question brûlante parce que l'heure est échue, donc sinon on va conclure. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette intervention. Enfin, c'était très enrichissant, original parce qu'on n'entend pas beaucoup parler et encore bravo pour le travail que vous avez fait et la mise en place pratique que vous avez pu faire sur Blois. Donc, on est encore une fois ravis de vous avoir entendu et bien sûr, les échanges pourront se poursuivre au-delà. Oui. Merci beaucoup. Et merci aussi aux auditeurs qui ont pu partager, écouter cette expérience. Eh bien, je vous dis à bientôt. Nous n'avons, je ne sais plus, Julie, peut-être que tu peux prendre la parole parce que je n'ai pas le Mmh. calendrier en tête. Ouais, alors les dates des webinaires 2024 ne sont pas encore fixées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prochaine rencontre se fera en présentiel pour la journée régionale de l'obésité, qui a lieu le jeudi 14 mars 2024 à Tours. Donc un save the date est déjà passé et puis le programme est en cours de finalisation. Voilà, donc premier trimestre 2024, on n'aura pas de webinaire spécifique, mais probablement au courant juin 2024, une thématique devrait vous être annoncée assez rapidement. Super. Eh bien, bon appétit et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.